Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite. Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. L'addition. Et pour cette dernière addition de la semaine, chers auditeurs, on retrouve toute l'équipe et donc notre nouveau partenaire, un vendredi sur deux, Rémi Tell, auteur de 3 ouvrages, Vaincre le Covidisme, Paroles révoltées et La chute de Prométhée, mais donc que vous connaissez puisque Rémi Tell, nous vous avons reçu plusieurs fois à notre antenne. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et puis d'avoir accepté cette tâche de nous accompagner. Donc un vendredi sur deux jusqu'à la fin de l'année, nous l'espérons en tout cas. Mais merci à vous. Et bonne année à toute l'équipe, ainsi qu'à tous les auditeurs, de plus en plus nombreux, de ligne droite. On leur souhaite le meilleur pour 2025. Une année qui commence déjà sur les chapeaux de roue. Bah effectivement, et alors c'est de cela dont il va être question ce matin avec vous. Vous avez répertorié les bonnes nouvelles en ce début d'année, ça fait plaisir, un peu d'espoir. C'est Richard Dessès qui va être content puisque c'est ça. J'adore les bonnes nouvelles. Voilà, c'est la nouvelle mission de Richard, apporter les bonnes nouvelles à notre antenne, nous qui critiquons souvent. Vous commencez donc peut-être avec l'élection de Donald Trump. Oui, parce que quand on se voit depuis quelques années maintenant sur l'antenne de Radio Courtoisie, souvent on documente le désastre en cours et Dieu sait qu'il y a matière à le documenter. Mais il semble que depuis le mois de novembre, le ton général est légèrement changé, peut-être parce que le chef d'orchestre a changé avec l'élection de Donald Trump, donc le 5 novembre dernier. Et suite à cette élection, une cascade, je trouve, de bonnes nouvelles qui laisse 2025 quand même démarrer sous les meilleurs auspices. Alors effectivement, j'ai fait une petite chronologie pour vous. Donc l'élection de Donald Trump dès le 5 novembre. Le lendemain, la rupture de la coalition Scholz en Allemagne avec des élections anticipées qui devraient avoir lieu fin février et qui devraient sans doute quand même mettre un sacré coup d'arrêt à la politique progressiste allemande. J'ai noté le rapport accablant du Congrès américain sur la gestion du Covid-19 le 2 décembre 2024, la censure du gouvernement Barnier le 4, l'élection du conservateur anti-européen Kavelaishvili en Géorgie le 14 décembre, et puis début janvier, la mise sous pression du gouvernement Starmer au Royaume-Uni, avec cet éclatement, ce nouvel éclatement du scandale des gangs de violeurs pakistanais, sous l'impulsion d'Elon Musk notamment, la démission de Justin Trudeau le 6 janvier, et enfin, la restauration de l'expression libre, de la libre expression sur les plateformes Meta, annoncée par Mark Zuckerberg le 7 janvier. On pourrait donner d'autres bonnes nouvelles, mais enfin, après 4 années d'ombre, tout ça fait quand même beaucoup de bien. Alors justement, on va les décortiquer un peu et je vous propose donc de commencer par cette élection de Donald Trump qui maintenant remonte. Vous la classez comme bonne nouvelle. Il y a certains auditeurs probablement et certains Français qui s'en inquiètent aussi puisqu'ils voient derrière Donald Trump un homme qui affirme aussi sa volonté de puissance des États-Unis, ce qui peut s'apparenter probablement à une volonté d'influence également, y compris sur l'Europe et la France, et donc peut-être une certaine perte de souveraineté ou du moins ce qu'il nous en reste. Il est très clair que l'élection de 2024 aux États-Unis marque un changement de nature du pouvoir en Amérique, mais ailleurs et de façon très manifeste. Et la présence aux côtés de Donald Trump d'Elon Musk, qui lui a versé 140 millions de dollars de mémoire pour sa campagne, il rencontre avec lui les chefs d'État lors de ses rendez-vous bilatéraux. Il a pris une place depuis l'élection qui est quand même très importante, et notamment avec la force de frappe dont il dispose sur X. Mais tout ça consacre peut-être un nouveau temps de la politique, pour le pire en partie, mais aussi pour le meilleur. Et quand le système est vérolé d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue médiatique, peut-être que la reprise en main ne peut se faire que de façon un peu brutale, et c'est effectivement ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis.
Le fait que les États-Unis se fassent reprendre en main brutalement par un Américain, très bien. Le fait que l'Américain soit en train d'expliquer qu'il a envie de bouffer le Groenland, le Canada, le canal du Panama, et qu'il menace de rétorsion économique l'intégralité des prétendus partenaires commerciaux, pour la France, c'est pas exactement une bonne nouvelle, non ? Parce que le fait qu'il y ait une liberté de parole accrue et que, bien sûr, les Américains vont vivre dans un pays où coule le lait et le miel, c'est une chose. Le fait qu'en France, on va continuer à porter nos chaussures pendant 10 ans avec 10 centimes chaque mois pour faire en sorte qu'elles soient moins crevées, c'est pas exactement la joie. Alors, comme je suis ce matin dans l'esprit d'espérance... alors moi, pas du tout. Je vous dirais, Richard de Sèze, je pense que c'est la contrepartie du retour à l'isolationnisme. La doctrine Monroe de 1823 explique que les États-Unis se retireront des affaires du monde, ou plutôt s'abstiendront d'y intervenir, mais la contrepartie, c'est qu'ils ont un domaine réservé qui est le continent américain dans son ensemble, et notamment la partie nord de ce continent. Et j'espère, en tout cas, je ne sais pas, peut-être que l'histoire me donnera tort, mais j'espère que on assiste plutôt là à un retour aux fondamentaux qu'à une tentative de replacer l'Amérique Empire au centre du jeu international. Bonjour Rémi Tel, et au-delà des États-Unis, c'est clair que Donald Trump est un marqueur de ce changement qui s'applique au niveau mondial. Il y a beaucoup de photos sur Internet, notamment du dernier G7 en Italie en 2024, qui montrent que les représentants du monde tombent les uns après les autres. On pourrait citer Charles Michel pour la Belgique, Olaf Scholz pour l'Allemagne, Justin Trudeau pour le Canada, Joe Biden évidemment pour les États-Unis, Rishi Sunak pour l'Angleterre. Donc il ne reste plus que Macron, Meloni et von der Leyen en place. Donc c'est quand même, et encore Meloni est de notre bord, donc c'est quand même, il y a peu Macron et von der Leyen en fait. Donc c'est quand même un mouvement à échelle mondiale qui commence à vraiment s'appliquer et à se lancer. Donc il y a quand même de quoi espérer pour cette année. Mais maintenant, est-ce que vous pensez que ça sera bientôt notre tour ? Il y a incontestablement une cristallisation politique en cours, et avec ce phénomène mimétique aussi, c'est-à-dire que quand l'un tombe, on a moins peur chez soi de faire tomber celui qui nous dirige. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la panique saisit les élites européennes, puisqu'elles comprennent bien qu'elles risquent d'être les prochaines sur la liste. Et la France, à cet égard, est peut-être toute destinée à un changement de pouvoir. Ce qui est compliqué chez nous, y a plusieurs choses. Bon, premièrement, les institutions de la Ve République garantissent une stabilité institutionnelle, politique, sans laquelle François Hollande aurait disparu sans doute de l'Élysée au bout de 2 ou 3 ans, et idem pour Emmanuel Macron. Donc il y a un sujet institutionnel pour le pire, mais aussi pour le meilleur d'une certaine façon, puisqu'on est quand même un pays de tradition. On a un peu la bougeotte institutionnelle, on est l'un des seuls pays du monde à avoir connu autant de changements de régime depuis 250 ans. Donc ça, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que dans des situations de blocage politique telles que celles qu'on connaît aujourd'hui, en fait, on est dans une impasse. On a eu ce miracle assez inattendu venant du Rassemblement national au mois de décembre, qui était donc la censure du gouvernement Barnier. Une nouvelle fenêtre d'opportunité s'ouvre là avec à la mi-janvier. Il semble quand même que si le gouvernement Bayrou tombait après celui de Michel Barnier, il est quand même très probable que tout cela emporte d'une façon ou d'une autre Emmanuel Macron, parce que le quinquennat se termine officiellement en 2027. Nous ne sommes qu'au début de l'année 2025, et donc tout ça semble fort long pour tenir sans gouvernement stable et surtout sans assentiment des Français. Je crois que un sondage Elab révélait là il y a quelques heures que seuls 20% des Français font confiance à François Bayrou. C'est très maigre quand même comme capital politique. Et Macron atteint son plus bas niveau historique depuis son élection en 2017. Donc c'est une chute vertigineuse et qui est constante. Donc il va faire pire que François Hollande, c'est dire.
Sachant que ce qui avait réussi à être un peu maquillé par le quoi qu'il en coûte, par l'injection massive et complètement surréaliste, on en a parlé beaucoup de fois à ce micro, d'argent public, là l'addition va être payée maintenant. Le budget 2025 le montrera. On ne peut plus acheter comme ça le silence des Français à coups de chèques, de milliards. Tout ça se termine. Et donc il n'y a pas de raison que les colères s'apaisent, bien au contraire. Et cet endettement massif, justement, elle pourrait représenter un moyen de pression absolument colossal, justement, du fait qui nous empêche, justement, de nous libérer de tout ça. On est tellement endettés que, finalement, l'Union européenne a moyen d'appliquer la politique qu'elle souhaite et mettre en place le gouvernement qu'elle veut. Et c'est les discussions qu'on a eues pendant le Covid, à savoir celle d'une stratégie d'asservissement par la dette, au fond. Puisque quand vous devez tout à vos créanciers, vous n'êtes plus libre. Et c'est d'ailleurs étonnant parfois d'entendre des souverainistes qui vous expliquent qu'on peut s'endetter comme ça sans aucune limite, puisque non, la liberté politique est conditionnée par le fait de tenir ses comptes, tout simplement. Et donc oui, c'est un obstacle supplémentaire à notre libération, c'est clair, c'est très clair. Et les Français, à cet égard, détiennent aussi une forme de responsabilité, et je crois d'ailleurs qu'on s'en sortira en regardant les choses en face. Retrouver notre liberté, retrouver notre capacité d'agir politiquement, suppose de se défaire de nos habitudes et de cette espèce d'état nounou dont le lait a tourné au poison depuis très longtemps et qui nous lie de façon trop resserrée au marché financier. Vous parlez de cet essoufflement de nos institutions, de nos politiques qui pourrait provoquer justement ce basculement des idées. Les autres pays européens dans lesquels il a eu lieu ou du moins dans lesquels il est en train de se produire n'ont pas attendu cet essoufflement. En tout cas, ils l'ont appuyé avec une vraie stratégie médiatique. Et tout à l'heure, on recevait Jean Sévilla qui nous parlait donc du terrorisme intellectuel. Est-ce que vous pensez que cet essoufflement de la politique française suffira alors qu'en face, on a ce fameux terrorisme intellectuel qui continue de peser énormément sur la vie politique française? L'un des enjeux pour l'opposition, pour les oppositions, et pour le moment, c'est un pari qui n'a pas été réussi, c'est de transformer, si vous voulez, la posture réactive en proposition politique. Et pendant très longtemps, la censure l'a plutôt démenti, mais pendant très longtemps, le Rassemblement national a joué comme un jeu un peu trouble, puisque c'était à la fois l'opposant principal et en même temps un peu l'assurance-vie aussi du macronisme. Il y a eu bien des occasions de dire stop à Emmanuel Macron qui n'ont pas été saisies par le RN. Peut-être que les choses vont changer. Et par ailleurs, dans les milieux dits de la dissidence, moi j'aime pas beaucoup ces expressions, mais on constate aussi cette très forte division. Du reste, les progrès, vous dites, assez fulgurants de l'agenda progressiste qu'on a commenté depuis des années, nous condamnent aussi toujours à un peu être dans cette posture de réaction, de dénonciation, mais on ne réfléchit pas forcément à ce qu'on devrait faire à la place. Or, les Français ont besoin de le savoir. Et à titre personnel, je pense par exemple que la crise politique qui se transforme peu à peu en crise de régime pourrait représenter l'opportunité de s'interroger sur les institutions, de nouvelles institutions pour la France. Et c'est quelqu'un qui est plutôt de sensibilité gaulliste qui vous le dit. Mais il n'est plus possible que Paris écrase le reste du pays comme il le fait. Il n'est plus possible que la métropole occulte complètement la France, y compris ultramarine, comme elle le fait actuellement. Il faut, je pense, donner beaucoup plus de responsabilité aux acteurs locaux, aux communautés locales, parce que c'est autant de chances laissées à la liberté et donc à la possibilité, in fine, de redresser la France. Et vous voyez, ça c'est une direction, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Ça c'est une direction sur laquelle on pourrait travailler en disant, voilà, si les autres partent, ce que nous vous proposons, ça ressemblerait à ça. Et pour l'heure, ce travail n'est pas vraiment mené, ou de façon trop confidentielle, ou de façon trop groupusculaire. Et je crois que c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas de transformation politique aujourd'hui de la colère des Français.
En même temps, et merci pour ce plaidoyer anti-jacobin que vous nous livrez, David Lisnard, par exemple, a l'air d'être pour une décentralisation. Il y a quand même une proposition politique qui a émergé. Alors, David Lisnard, évidemment, il est lié au LR, donc on a l'impression que ce vieux parti de gouvernement, capable de toutes les compromissions et ayant léché tous les Marocains possibles et imaginables, ne va pas être l'instrument de notre libération. Mais peut-être y a-t-il, en dehors du RN, cette prise de conscience d'une capacité locale, provinciale, départementale? Tout ça infuse, et vous avez complètement raison. Moi, j'écoute avec attention ce que dit David Lisnard. Effectivement, je crains qu'il ne soit un peu contraint finalement par l'étiquette qu'il a choisi d'embrasser et de maintenir, qui est celle des Républicains. Ces milieux de droite restent traumatisés au fond par 2012. Ils étaient convaincus que 2012, l'élection de François Hollande était un accident de l'histoire et que le pouvoir leur revenait naturellement. Et puis il y a eu 2017. Et aujourd'hui encore, je crois que dans la tête d'un Laurent Wauquiez, dans la tête d'un Bruno Retailleau, peut-être même dans la tête d'un David Lisnard, on se dit que nécessairement la droite dite de gouvernement va revenir. Et donc que c'est depuis les Républicains qu'on va changer les choses. À titre personnel, je n'y crois plus du tout. J'y ai cru à une époque. Mais en revanche, c'est sûr que on pourra sans doute s'appuyer sur des talents et sur des énergies comme celle de David Lisnard. Et les idées qu'il porte en matière de décentralisation, en matière de débureaucratisation, sont impérieuses pour la France. Il y a des énergies, il y a des talents incontestables, et il suffit de se promener 10 minutes dans n'importe quel département pour s'en rendre compte. Mais souvent, ces talents, ce génie français est empêché par l'excès de contraintes, par l'excès de normes, par le fait qu'on n'en parle pas, tout simplement, qu'on ne le valorise pas. Et donc oui, ça, là-dessus, je partage vraiment cette conviction de la vôtre et cette conviction de David Lisnard, c'est clair. On va avancer sur les thématiques, à moins que quelqu'un d'autre veuille réagir sur celle-ci. On va parler de liberté d'expression, puisque dans les points positifs que vous notez en ce début d'année, il y en a plusieurs qui s'inscrivent derrière cette thématique. On a donc l'influence de Musk, vous l'avez dit, les récentes annonces de Zuckerberg qui semblent suivre la même voie qu'Elon Musk, et puis cette affaire des grooming gangs, donc ces gangs de Pakistanais qui ont soumis des jeunes filles britanniques au viol pendant des années sous forme de réseau. Tout cela, donc cette grande affaire est revenu sur le devant de la scène grâce à une certaine libéralisation de la parole, notamment via les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est en train d'assister à un changement de la donne, alors que pendant des années, la parole patriote, ce genre d'affaires était couverte pour raisons idéologiques, on s'en doute. Aujourd'hui, comme les réseaux sociaux deviennent l'un des canaux d'information privilégiés par les gens, on pourrait donc assister à ce basculement. L'élection de Trump a démontré que la coalition aujourd'hui du système médiatique ne suffisait plus à faire plier un peuple. Et la panique, à nouveau, qu'on constate en allumant sa télévision ou le poste de radio. J'écoutais France Info ce matin, ils sont dans un état second, là. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Parce que le débat public leur échappe. Et donc, il est possible, aujourd'hui, et notamment, effectivement, grâce aux réseaux sociaux, de faire émerger des sujets qui ont été mis sous le tapis et de mettre les acteurs en face de leurs responsabilités. Il est tout à fait possible qu'un jour on regrette une telle concentration de pouvoir, d'argent dans les mains de quelques oligarques, y compris des oligarques appartenant à notre famille de pensée. On en a discuté aussi ici. Je suis d'accord avec Elon Musk lorsqu'il défend la liberté d'expression. Je suis d'accord avec Elon Musk lorsqu'il pourfend le wokisme. Je suis un peu moins d'accord avec Elon Musk lorsqu'il tente d'interfacer l'homme et la machine avec ses prothèses Neuralink. Et le jour où ces projets seront mûrs, cette concentration de pouvoir et d'argent dans les mains d'un seul homme, là, finira par poser problème. Donc, je crois quand même que le temps du déni est derrière nous. Ce qui signifie que nous aurons bientôt une responsabilité, puisque nous ne sommes plus minoritaires et nous ne sommes plus condamnés au silence
ou à la confidentialité, cette responsabilité sera de ne pas appliquer à nos adversaires ce que nous avons nous-mêmes subi comme traitement pendant trop d'années. Autant, il y a une question de reprise en main et il va y avoir une phase où il sera nécessaire de jouer les choses un peu franchement. Mais pour l'après, ne tombons pas dans les mêmes écueils. Nous sommes pour beaucoup réunis autour de la question de la liberté. Et je vois par exemple, là sur les réseaux sociaux, au cours des derniers jours, des appels à faire fermer des comptes d'extrême gauche, clairement d'extrême gauche. Bon, moi je suis pas d'accord avec ça. Je combats leur ligne éditoriale. Je pense que ces gens-là sont des traîtres à tant d'égards vis-à-vis de nos compatriotes. Et pourtant, je leur reconnais le droit de s'exprimer. Et j'estime que nous avons des arguments suffisamment solides pour les combattre. Donc la position minoritaire, moins minoritaire, et peut-être demain une sorte de nouvelle hégémonie, une autre hégémonie, ne doit pas nous faire oublier non plus ce que nous avons subi et le problème que cela posait pour le débat démocratique. Une réaction de l'équipe peut-être. Non, mais c'est vrai. On a été tous en train de rêver d'un grand soir des comptes Twitter de la gauche. Donc là, on se dit non, c'est vachement généreux. Il a l'air gentil. Il faut être d'accord avec lui. Mais là, quand même, on espérait quand même voir des gens pleurer devant l'écran vide, quoi. Non, mais c'est clair. Mais je voulais poser une question sur Elon Musk, mais il y en a une qui me revient tout de suite. Est-ce que c'est vrai que finalement cette gauche qui veut censurer à tout prix les comptes de droite qu'il juge en tout cas d'extrême droite, et nous à l'inverse, on souhaite justement cette libéralisation de la parole et on est pour la liberté d'expression et on a de vrais arguments, vous avez raison, pour le faire valoir. Mais est-ce que finalement ce n'est pas une faiblesse de notre part d'avoir de la pitié pour des gens qui n'en ont aucune ? Il y aura une question de phase. Il est très clair que ceux qui pendant des années, et notamment depuis une décennie, ont défendu le pire de ce que le progressisme a produit en termes de destruction des cultures, en termes de destruction des corps, ces gens-là devront être mis face à leurs responsabilités. Et à titre personnel, j'estime que c'est une affaire qui n'est plus simplement politique, mais qui doit devenir judiciaire. Trump a expliqué par exemple que les médecins qui s'étaient associés aux opérations de transition de genre, de mutilation de genre, durant les dernières années, seraient désormais traités par la justice américaine comme sont traités les pédocriminels. Et je crois que c'est nécessaire. Et on ne peut avancer ensemble, y compris dans une sorte de démarche de pardon, que si la justice des hommes est passée et que si on a eu le courage collectivement de regarder la vérité en face. Donc ça c'est très clair. Mais pour autant, on ne doit pas jeter nos principes par-dessus bord. Et c'est la raison pour laquelle, voyez, je prends un exemple il y a cette Miss France qui a été élue et qui, sur une radio concurrente, refuse de dire qu'elle est Charlie. Et tout le monde lui tombe dessus en disant c'est scandaleux, il faut la démettre de son titre de Miss France. Voilà. Non. Le droit à la liberté d'expression, c'est aussi le droit de dire qu'on n'est pas Charlie. Alors après, il y a une question de fond qui est posée, qui est celle de l'immigration et de son impact en réalité sur le débat politique français. Et ça d'ailleurs c'est la première forme des ingérences. On nous explique que Musk fait de l'ingérence, etc. Oui, alors d'autres milliardaires, Soros, Bill Gates l'ont fait avant lui. Enfin, la première des ingérences dans le débat politique français, c'est le poids aujourd'hui représenté par l'électorat venu d'ailleurs. À titre personnel, moi je viens de cette immigration-là, directement en plus, donc j'en parle vraiment très, très, très librement. Mais regardez ce qui se passe, c'est Villeneuve-Saint-Georges, où Louis Boyard va se présenter. Enfin, là on est... les pires prophéties sont en train de se réaliser. Mais on devrait quand même avoir le droit, dans un pays où on défend la liberté chrétienne, de dire aussi « je ne suis pas Charlie », sans subir les pires accusations. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'on doit prendre garde à ne pas se transformer trop vite en ce que sont devenus nos adversaires. Mais Ursula von der Leyen elle-même est en train de dire à tous les chiens de garde de l'Union européenne que
avant d'expliquer à Musk qu'il doit retirer dans sa tanière, on va peut-être retenir un peu les chevaux. Donc d'un côté, en France, on est en train d'appeler la grande résistance contre le milliardaire, qui il y a quelques semaines a été prétendument invité à un colloque que Macron voulait organiser. Et là, Ursula a l'air de dire non, en fait, il est très puissant. Finalement, la liberté d'expression, c'est pas plus mal. C'est pas vraiment grave si les fact-checkers de Meta se font lourder. Donc là aussi, il y a un petit espoir quand même. Il y a sans doute que nous sommes les grands naïfs de la politique européenne, pour ne pas dire les grands benets. Alors parfois on s'en tient, voilà, une sorte d'impératif catégorique kantien. Je ne sais plus quel auteur a expliqué que en fait toute la politique française était fondée sur cet idéal de l'impératif catégorique, qui explique parfois qu'on agisse contre nos propres intérêts et de façon quasiment suicidaire. Ursula von der Leyen pratique beaucoup plus la réelle politique et elle connaît les rapports de force, et de fait le rapport de force aujourd'hui est clairement défavorable à l'Union européenne, qui est à la fois empêtrée dans ses contradictions, surendettée. Donc ça m'étonne assez peu. Elle est meilleure politicienne en réalité. Peut-être que son bilan est encore plus désastreux que nos élites françaises, mais elle est encore meilleure politicienne. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de ces liens entre Musk et l'Union européenne. Le vice-président, le futur nouveau vice-président américain J.D. Vance, avait quand même indiqué qu'en cas de fermeture de X, en Europe, les États-Unis se retireraient immédiatement de l'OTAN et laisseraient les pays européens face à la Russie. Oui, c'est Fabrice Epelban qui le disait hier chez nous. Donc il est tout à fait possible que si ce rappel était fait prochainement, ça calme un petit peu les esprits. Et finalement, ceux qui s'expriment très bruyamment, Thierry Breton par exemple, ou Nathalie Loiseau, sont des gens qui n'occupent plus aujourd'hui de fonctions au sein des institutions européennes. Quand on est aux affaires, on est sans doute effectivement un peu plus prudent. Rémi Tel, il nous reste 2 minutes. Vous évoquiez aussi la démission de Trudeau et vous êtes très proche des États-Unis de par votre histoire personnelle ou même vos travaux. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? On imagine que bien évidemment c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que là aussi il y a des leçons à en tirer ? Effectivement, ça fait très plaisir déjà. Et on s'est repassé la vidéo. Enfin, moi, je me suis repassé la vidéo plusieurs fois. Je sais pas vous, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs de ligne droite. C'était assez relaxant. Ouais. Oui, mais même avec beaucoup de travail, la regarder 2-3 fois, ça fait quand même beaucoup de bien. Surtout quand on sait le combat que vous avez mené pendant le Covid et ce que représentait Justin Trudeau pour justement ces mesures sanitaires absolument dingues, ça devait vraiment être une très bonne nouvelle pour vous. Oui, il a fait régner la terreur au Canada en adoptant une politique qui était complètement dystopique, et le rapport du Congrès américain finalement remet officiellement maintenant en cause tout ça, tous ces choix, en expliquant quelles ont été leurs conséquences désastreuses. Peut-être que l'ancien gouverneur Trudeau, c'est intéressant parce que dans le Figaro explique ce matin que, notamment au nom du Covid, il a fait fermer la frontière américano-canadienne. Et c'était une première, parce que traditionnellement, depuis le 19e siècle, et au niveau du 69e parallèle, cette frontière demeurait ouverte. Et 80% de la population canadienne demeure à moins de 100 km des États-Unis. Donc ça a été un vrai traumatisme. Et d'une certaine façon, en le désignant désormais comme le gouverneur d'un possible 51e État américain, M. Trudeau est puni par là où il a péché. Voilà. Et il y a une ironie de l'histoire qui est quand même assez savoureuse parfois. Oui, et puis qui peut se vérifier à bien des époques et dans bien des événements. Donc, espérons qu'on connaîtra d'autres retournements ironiques pour cette année 2025. Merci beaucoup Rémi Tel d'avoir été avec nous pour cette première émission. Je rappelle que vous êtes essayiste et donc auteur de 3 ouvrages, Vaincre le Covidisme, Paroles révoltées et La chute de Prométhée, qui a été revu récemment et on vous avait reçu pour en parler à notre antenne. Donc, chers auditeurs, je vous invite à retrouver cet entretien. Merci aussi à toute l'équipe d'avoir été avec nous en studio et puis de vous avoir accompagnés, chers auditeurs, durant toute cette semaine.